Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me joins à Madame Montera pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année qui débute. Et je vais vous présenter ce soir donc quelques éléments d'information concernant l'association qu'on peut faire entre la maladie d'Alzheimer et les troubles du sommeil et la maladie d'Alzheimer et les troubles de l'alimentation. Alors, par avance, je vous présente mes excuses puisque la journée a été extrêmement bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, je suis arrivé ce soir les mains dans les poches. Normalement, j'aurais dû avoir mon ordinateur avec la présentation qui convient, sauf que voilà, je n'ai pas eu l'occasion de retourner à mon domicile pour le chercher, donc je vais essayer de tout faire de tête. Alors je vais probablement oublier beaucoup de choses, je vais essayer vraiment de me centrer sur le principal, ce qui me semble essentiel, et ce que je vous proposerai, donc suite à ces informations que je vais vous donner, eh bien c'est un temps d'échange, comme ça laissera peut-être un peu plus de temps du coup pour que vous posiez des questions, et si je peux y répondre, bien sûr, je me ferai un plaisir de le faire. Alors je vais commencer par évoquer les troubles du sommeil associés à la maladie d'Alzheimer. Alors il faut savoir déjà que au cours du vieillissement, alors il y a des petites interférences qui apparaissent. Au cours du vieillissement, on va voir apparaître déjà des modifications du sommeil, notamment ce qu'on va appeler le retard de phase. En fait, ça va être un décalage concernant les stades du sommeil. Alors, vous le savez peut-être, il existe plusieurs stades dans le sommeil, plusieurs phases, et certaines d'entre elles vont être extrêmement importantes. Alors on va dire déjà peut-être pour récupérer, et d'autres vont être très importantes également pour ce qu'on appelle une restructuration cognitive. Donc ça, c'est ce qu'on observe déjà dans le vieillissement normal, donc une modification de la quantité du sommeil et de sa qualité, si je résume un petit peu. Avec la maladie d'Alzheimer, eh bien en fait, on va observer encore un plus grand décalage avec ce qu'on va appeler une fragmentation du sommeil et une réduction de certaines phases du sommeil. Et celles qui vont poser le plus de problèmes ou qui vont avoir le plus de conséquences négatives, eh bien ça va être la réduction du sommeil lent profond. Donc le sommeil lent profond, c'est celui qui nous permet de récupérer et de se sentir moins fatigué donc le lendemain quand on estime avoir bien dormi. Et l'autre phase du sommeil qui va être particulièrement altérée par la maladie d'Alzheimer, eh bien ça va être le sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal qui joue un rôle très important, notamment dans les phénomènes de mémorisation. Alors ces troubles du sommeil vont avoir des conséquences. Les conséquences les plus fréquentes vont être bien sûr une plus grande fatigue ou fatigabilité de la personne, car les troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer sont associés à un phénomène très spécifique. Une personne atteinte de maladie d'Alzheimer qu'on priverait de sommeil, eh bien en fait ne va pas pour autant plus ou mieux dormir par la suite. Alors ce qui n'est pas le cas bien sûr à des âges plus jeunes bien sûr et sans pathologie, quand on est privé de sommeil pendant un certain temps, eh bien on va dormir plus longtemps, le sommeil sera plus réparateur ensuite, on se sentira moins fatigué. Et donc pour une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, eh bien en fait ce n'est pas le cas. Donc on va voir les conséquences que ça peut avoir, donc notamment plus grande fatigabilité et également des troubles du comportement qui peuvent apparaître. Alors les troubles du comportement, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait citer, mais ça peut être des hallucinations, ça peut être des phénomènes d'agitation, ça peut être aussi des phénomènes de déambulation. Et lorsque tout ceci apparaît la nuit, car effectivement on va observer des réveils nocturnes, eh bien on va observer aussi un impact sur la qualité du sommeil de l'aidant notamment, puisqu'il sera réveillé par exemple par son proche. Autre caractéristique ou autre conséquence de ces troubles du sommeil, eh bien, ça va être durant la journée des moments où la personne sera un peu plus somnolente ou parfois un petit peu plus agitée. Et on va voir toute l'importance dans les conduites à tenir de repérer un petit peu ces phénomènes.
Et peut-être une autre conséquence de ces troubles du sommeil, alors qui semble assez évidente au regard de ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, une aggravation des troubles cognitifs. En fait, plus le sommeil est perturbé et plus on va observer des troubles de la cognition, donc troubles de la mémoire, troubles de l'attention, troubles du langage. Alors si je vais peut-être au plus extrême, les troubles du sommeil chez une personne atteinte de maladie d'Alzheimer sont très souvent associés à une institutionnalisation, c'est-à-dire que très souvent c'est ce qui va favoriser l'entrée en institution de la personne. Car les troubles du sommeil vont en fait aggraver toutes les conséquences classiques qu'on observe dans la maladie. Alors, quelles seraient peut-être des conduites à tenir pour essayer donc d'enrayer le phénomène? Alors il y a plusieurs pistes qu'on peut essayer de suivre. Alors je vais les donner peut-être un petit peu dans le désordre, mais une des premières pistes, ça sera de développer des activités en cours de journée. Alors les activités, ça peut être, passez-moi l'expression, mais un petit peu tout et n'importe quoi, mais favoriser les activités et si possible, faire en sorte que la personne bouge. Alors dire qu'elle bouge, c'est tout simplement qu'elle puisse faire des transferts, qu'elle puisse se lever, qu'elle puisse marcher un minimum, bref, qu'elle ait des activités physiques. Alors on vise avec ça à faciliter en fait les phases d'endormissement de la personne et ça sera très important de favoriser ces activités en cours de journée. Alors autre chose qu'il faut essayer de faire, et ça rejoint un petit peu cette idée des activités dans la journée, si possible, les faire à l'extérieur, à la lumière du jour. Dans le décalage de phase que j'ai abordé rapidement tout à l'heure et qu'on observe dans le vieillissement normal, eh bien, il y a quelque chose qui va être important, qui va influencer tout ceci, c'est notre exposition à la lumière naturelle. Donc lorsque nous accompagnons une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, il sera très important tant qu'on peut, de l'exposer un maximum à la lumière naturelle, ce qui permet de réduire le décalage de phase. Donc ça, c'est vraiment un point qui sera important. Donc si par exemple, l'idée c'est de faire marcher un petit peu la personne, eh bien l'idéal quand on le peut, mais bien sûr on ne le peut pas toujours, ça serait de la faire marcher à l'extérieur, donc vraiment exposée à la lumière naturelle. Autre chose qui est très importante pour essayer de lutter contre ces troubles du sommeil, c'est de maintenir des horaires réguliers. Alors des horaires dans le coucher, des horaires aussi pour les siestes, mais, et parfois on l'oublie aussi, des horaires réguliers pour le lever. Si la personne habituellement se lève plutôt vers 8 heures, eh bien ça sera important, si possible, de faire en sorte qu'elle se lève toujours, donc tous les jours, vers 8 heures. Alors, c'est pas bien sûr à 5 minutes près, c'est pas toujours faisable de respecter ça tous les jours, mais ça fait vraiment partie des recommandations. Alors, dans le même ordre d'idées, et ça va rejoindre des choses que je vais évoquer concernant l'alimentation, eh bien, en fait, ça sera important de maintenir des horaires également réguliers pour les repas, pour les goûters ou pourquoi pas aussi pour les activités. Plus la journée est rythmée avec des repères stables et plus ça permet de lutter contre les troubles du sommeil. Alors, bien entendu, ce n'est pas non plus la baguette magique, mais il y a pas mal d'études qui ont montré que lorsque la personne évolue dans un environnement stable, avec des repères à répétition, eh bien les troubles du sommeil sont moins importants que pour une personne qui vit dans un environnement sans aucun repère. Et enfin, quelque chose qui me semble aussi essentiel et qui est vrai dans tous les cas, concernant les troubles du sommeil, de l'alimentation, mais pourquoi pas aussi les troubles du comportement, il faut agir sur l'environnement. Alors je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, la personne la nuit peut se lever puisqu'elle est réveillée, elle peut pourquoi pas sortir du lit, elle peut déambuler, elle peut aller dans une autre pièce, parfois même elle peut prendre les escaliers. Eh bien lorsqu'on sait par avance que la personne risque de se lever la nuit, il faut modifier l'environnement
pour réduire tous les risques associés à la déambulation nocturne. Alors ça peut être par exemple mettre à disposition une veilleuse, ça peut être aussi, pourquoi pas, c'est peut-être un peu plus technique, mais mettre en place des lampes qui s'allument automatiquement quand la personne va passer devant avec des systèmes de détecteurs pour éviter qu'elle chute dans le noir. Enlever les tapis, s'il y a des tapis au sol, pour éviter qu'elle ne se prenne les pieds dedans. Bref, vous l'aurez compris, c'est réduire tous les risques associés à la chute. Alors, c'est très compliqué en fait de pouvoir lutter contre les troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer, puisque, comme on l'a vu, ils peuvent être expliqués à la fois par un vieillissement normal, mais aussi par la pathologie, puisque dans pas mal d'études neurologiques, on a montré des régions du cerveau qui ne fonctionnaient plus de la même façon. Certaines régions cérébrales sont particulièrement dédiées justement à la qualité du sommeil, et puisqu'elles sont déréglées, on va observer tous ces troubles. Alors concernant les troubles du sommeil, parfois la question qui est posée c'est mais est-ce qu'il faut favoriser ou non la sieste la journée, parce que si elle dort la journée, elle va plus dormir le soir. Eh bien en fait, ce qu'il faut favoriser c'est le sommeil quand il apparaît, quand il intervient. Et comme je le disais tout à l'heure, priver par exemple la personne de sommeil la journée, parce que spontanément elle voudrait faire une sieste, ne lui permettra pas de toute façon de mieux dormir le soir ou de récupérer. Donc l'idéal, ça serait de favoriser les rythmes de sommeil spontanés de la personne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, probablement que pour le sommeil, j'oublie beaucoup de choses, mais je vais vous inviter, donc si vous le souhaitez, à poser des questions concernant ces troubles du sommeil, et ensuite on abordera les troubles de l'alimentation. Alors, question que j'aurais envie de vous poser déjà, est-ce que ces quelques informations vous semblent claires, et est-ce que vous-même, vous désirez d'autres types d'informations? Est-ce que vous auriez des questions? Si on m'entend. Oui, je vous entends, madame, oui. Ah bon, bonjour, excusez-moi, oui, j'ai pris en cours et j'arrive seulement. D'accord. Donc j'ai raté une demi-heure. Donc c'est sur les troubles du sommeil. Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors moi, pour ma part, il s'agit de ma mère qui a 88 ans et qui vit seule chez elle. Et la question qu'on se pose, parce que moi je ne viens qu'une fois tous les mois dormir sur un week-end. Et elle est déjà descendue, puisqu'elle habite à l'étage, elle est déjà descendue. Donc visiblement, alors soit c'est notre présence qui la dérange, enfin à laquelle elle n'est pas habituée quand même, soit c'est un petit peu ce qui se passe la nuit, et en fait on ne sait pas trop ce qui se passe la nuit puisqu'elle est seule. D'accord. Par contre, dans la journée, on voit quand quand on regarde la télévision, par exemple, elle tombe vide de sommeil quand même. Elle a tendance à dormir. Donc les phases spontanées dont vous parliez, là, effectivement, elle en a quelques-unes. D'accord. Alors ma réponse va être assez générale, mais c'est une réponse que je fais habituellement, quels que soient les troubles de la personne, les troubles qu'elle présente, sommeil ou autre. En fait, la logique qu'on essaie de suivre, c'est de réduire les risques encourus par la personne à cause des troubles qu'elle présente. Alors ça peut être trouble du sommeil, trouble de la marche, trouble des comportements, trouble de ce que vous voulez. Et dans votre exemple, si vous pensez que votre mère, par exemple, descend les escaliers très souvent, très fréquemment la nuit, eh bien la priorité serait de réduire le risque. Alors réduire le risque, ça peut passer par tout un tas de choses. Donc ça peut être bloquer l'accès aux escaliers, ça peut être faire en sorte que la chute puisse être amortie par quelque chose d'épais qu'on pourrait placer sur les escaliers ou en bas des escaliers, dans le couloir. Peut-être installer des rampes s'il n'y a pas de rampe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être installer des lumières qui vont s'allumer automatiquement pour réduire les risques de marcher en tâtonnant dans le noir. Et dans les cas les plus extrêmes, bien entendu, la solution idéale serait de modifier l'environnement et de faire en sorte que la chambre soit au rez-de-chaussée. En fait, et c'est en ça que la réponse peut être très généralisée, accompagner une personne atteinte de maladie d'Alzheimer ou de troubles associés, eh bien c'est avant toute chose modifier l'environnement, agir l'environnement pour réduire les risques.
car malheureusement, on ne pourra pas agir sur les troubles de la personne. En tout cas, ça sera plutôt limité. Alors, comme vous l'avez dit, vous ne savez pas exactement si ce comportement est lié à votre présence, ce qui est possible, puisque si je raccroche un petit peu les wagons, votre présence eh bien, va court-circuiter les repères habituels. Or, tout ce qui court-circuite les repères habituels aura des conséquences sur les comportements de la personne. Donc peut-être qu'elle ne descend que lorsque vous êtes là, ou peut-être le fait-elle, on va dire, toutes les nuits ou très souvent. J'ai envie de dire que dans tous les cas, c'est très important de pouvoir anticiper, de réduire les risques. Même si j'entends bien, c'est pas toujours facile de modifier l'environnement du domicile. Mais c'est surtout qu'elle veut pas. Oui, ça fait partie des difficultés. Alors quand je parle de difficultés, en fait, il y en a plusieurs. La toute première, c'est la volonté de la personne. La personne ne veut pas modifier son environnement, ou parfois c'est l'entourage qui ne veut pas modifier l'environnement. Et ça, c'est vrai que c'est une pierre d'achoppement classique, puisque c'est pas du tout facile de modifier l'environnement d'une personne qui ne souhaite pas qu'on touche à son environnement. Les deuxièmes difficultés sont plutôt d'ordre technique. Parfois, c'est très difficile techniquement de modifier l'environnement. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Je viens de dire de placer la chambre au rez-de-chaussée. Oui, mais s'il n'y a pas de pièce au rez-de-chaussée pour faire une chambre, c'est un peu compliqué de le faire. Donc, il y a aussi ces aspects techniques. Et puis, il y a une autre limite à la modification de l'environnement, c'est bien sûr l'aspect budgétaire. Mettre une chambre au rez-de-chaussée, s'il y a une pièce qui peut être transformée, très bien, mais bien entendu, c'est pas gratuit, ça peut coûter quand même, et parfois pas mal d'argent. Donc ce sont les trois limites majeures à la modification de l'environnement. Alors, je vais rebondir sur le premier point, et c'est celui que vous avez soulevé, votre mère ne veut pas. Alors, modifier l'environnement doit se faire, j'ai envie de dire, progressivement, car plus on va modifier rapidement et brutalement l'environnement, et plus on modifie les repères de la personne. En fait, c'est quelque chose d'assez complexe à obtenir, cet équilibre. Plus on modifie l'environnement, et plus on va casser les repères qui sont inscrits peut-être déjà depuis des années, des dizaines d'années, si la personne habite son domicile depuis des dizaines d'années. Et toutes les choses qu'elle arrivait à faire dans cet environnement, parce qu'elle le connaissait, pour faire vite, par cœur, ça fait appel à des mémoires qui tiennent assez bien face à la maladie d'Alzheimer, donc mémoire procédurale et mémoire implicite. Eh bien, si on modifie l'environnement, on supprime les souvenirs associés à ces types de mémoires, et la personne ne va plus être capable de s'adapter dans ce nouvel environnement. Donc c'est un juste équilibre à trouver. C'est pour ça que ma réponse elle est un petit peu générale, mais c'est toujours du cas par cas. Oui. Difficile de trouver l'équilibre. Oui, parce qu'on sent bien que si on change quelque chose, ça va être source de stress. Oui, exactement. Oui. Alors oui, d'ailleurs, ce que vous dites est très important, je ne l'ai pas évoqué, mais dans les causes des troubles du sommeil, dans la maladie d'Alzheimer, il y a bien sûr tous les facteurs associés aux émotions, notamment le stress, l'anxiété, des affects dépressifs, ce qui est vrai à tout âge, bien entendu, mais qui est particulièrement vrai dans la maladie d'Alzheimer. Donc une personne atteinte de cette pathologie, particulièrement stressée pour X raisons, a priori, dormira moins bien également. Ça répond un petit peu à votre question ? Oui, parce qu'en fait, moi je l'ai au téléphone tous les jours et elle me dit qu'elle dort bien. Elle dit qu'elle dort bien. D'accord, oui. Voilà. Oui, alors c'est possible que pour elle, elle dorme bien. D'ailleurs, nous-mêmes, si on nous posait la question, est-ce que tu as bien dormi ou pas, on aurait une réponse qui serait peut-être pas forcément la réalité, puisque pour qualifier vraiment cette qualité de sommeil, pour la mesurer, l'idéal c'est de subir ce qu'on appelle une polysomnographie, donc vraiment avec des appareils branchés sur le crâne et puis ailleurs. Et là, ça nous permettrait vraiment d'identifier ces phases de sommeil. Et celle qui va être vraiment importante pour la réparation, c'est le sommeil lent profond. Mais nous-mêmes, spontanément, on peut très bien dire avoir bien dormi et ce n'est pas le cas. Oui. Pourquoi pas dire j'ai mal dormi alors qu'on a peut-être très bien dormi. Oui, il y a eu une émission là, il y a récemment à la télévision, ils ont bien montré ça. On peut avoir la sensation de bien dormir alors qu'on ne dort pas si bien que ça. Oui, exactement.
Alors par contre, il y a quelque chose de très important lorsqu'une personne dit j'ai bien dormi, ça traduit plutôt une absence de plainte. Et l'absence de plainte, c'est plutôt bon signe. Oui. Au contraire, une personne qui va se plaindre de son sommeil, pourquoi pas de sa mémoire, c'est plutôt associé à des affects dépressifs. Alors sans vouloir bien sûr généraliser à outrance, mais quelqu'un qui dit j'ai bien dormi, montre qu'il a plutôt une image positive de son sommeil et a fortiori peut-être de ce qu'il a vécu la nuit. Plutôt bon signe en fait, d'un point de vue de l'humeur. Oui. D'accord. On est nombreux là? Je sais pas, j'ai aucune idée, c'est la première fois que je fais ce genre de réunion. Alors je vois pas très bien, mais je pense que vous êtes une dizaine. D'accord. À peu près, je crois. Et donc mon intervention, elle est entendue par tous les autres? Oui, exactement. D'accord. Et a priori, vous êtes même vu par tout le monde. Et vu aussi, oui. Oui. Alors uniquement par les personnes connectées, bien sûr. Oui, parce que moi, je ne vois que vous. Oui, c'est possible. Alors par contre, si quelqu'un d'autre se met à parler, peut-être que vous verrez une autre personne. Peut-être, je ne sais pas trop comment vous allez partager l'écran. Alors, y aurait-il d'autres questions peut-être par rapport aux troubles du sommeil? Bonjour, c'est pas vraiment lié aux troubles du sommeil, mais c'est rebondir sur ce que Madame vient de dire. D'accord. Et comment gérer le refus de la personne de modifier quoi que ce soit ou de faire telle chose, de refuser des rendez-vous médicaux, de refuser. Est-ce qu'il faut aller dans son sens? Si on se bat, on a une crise et c'est terrible. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors l'idéal, ça serait de pouvoir expliquer à la personne pourquoi, pour vous, mais vraiment pour vous, c'est important que votre proche aille chez le médecin ou ailleurs, et bien dire que c'est votre besoin à vous, et pas forcément le besoin de la personne, même si bien sûr ça va être lié, puisque en faisant ça, ça permet d'éviter la confrontation. Si je dis par exemple à quelqu'un, il faut aller là-bas, c'est pour ton bien, alors je vais m'expliquer de façon un petit peu simpliste, mais c'est un petit peu comme si je me mettais dans sa tête et que à sa place je sais pour lui ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est mal, etc. Ce qui peut être parfois perçu comme étant plutôt invasif. Si par contre je dis à la personne, moi je pense que ça serait bien que tu ailles chez le médecin, et moi ça me rassurerait qu'on aille ensemble chez le médecin, je crois que moi ça me ferait du bien de savoir que nous sommes allés chez le médecin, et bien finalement le message il devient complètement différent. Alors ça c'est dans la façon bien sûr de présenter le message, et ensuite il faut, si possible, toujours impliquer la personne, lui demander ce qu'elle en pense. Et si, comme vous le dites, sa première réponse est non, de toute façon, j'ai pas besoin, j'ai pas envie, ok, très bien, je le comprends, là, tu n'as peut-être pas envie d'y aller, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Peut-être que je t'en reparlerai demain ou dans 2 jours, mais bien montrer qu'on va quand même revenir vers la personne pour cette problématique-là. Alors, pareil, je vais essayer de généraliser un petit peu ma réponse. Les comportements d'opposition, et c'est vrai, j'ai envie de dire pour tout le monde, mais peut-être un petit peu plus dans la maladie d'Alzheimer, sont très souvent associés à ce qu'on appelle une restriction de l'autonomie. L'autonomie étant la capacité que nous avons de faire des choix, de pouvoir dire ce que nous voulons faire, exprimer nos besoins, nos désirs et si possible les faire respecter. Donc si quelqu'un vient me voir et m'impose ses choix, même si le choix est judicieux pour moi, a priori le premier réflexe que j'aurai, c'est de m'opposer. Et cette opposition, c'est tout simplement montrer que moi-même, j'ai peut-être mon mot à dire, j'ai des choix à faire, et même si je suis plutôt pour le choix qui est fait, par réflexe, je vais plutôt m'opposer. Alors c'est ce qu'on appelle assez techniquement le réflexe de réactance psychologique. Si quelqu'un nous impose de faire quelque chose, et même si cette chose est plutôt pertinente et judicieuse pour nous, on va plutôt avoir le réflexe de s'opposer, car c'est toujours, ou presque toujours, perçu comme une restriction de notre autonomie. Donc impliquer la personne, c'est lui demander ce qu'elle en pense, et pourquoi pas l'accompagner un petit peu vers le médecin, lui demander si elle est toujours d'accord, etc. Et si on voit qu'elle est plutôt dans l'opposition,
L'idéal, c'est de faire demi-tour, bien montrer qu'on ne va pas la contraindre. Plus la personne se sentira contrainte et plus elle risque d'être dans l'opposition. Alors je vais donner un petit exemple que j'ai très souvent rencontré dans ma pratique lorsque je travaillais en EHPAD. Lorsque des personnes sortaient de l'établissement, certaines parfois présentaient des formes de délire ou de troubles de la mémoire associés et disaient « faut que je me dépêche, je vais être en retard au travail ». Et la personne sortait de l'EHPAD. Lorsqu'on allait vers elles pour leur dire « mais non, vous ne travaillez plus, rentrez, revenez avec nous », ces personnes devenaient plutôt agitées, voire agressives. Lorsqu'au contraire, nous accompagnons cette personne en lui demandant de nous parler de son travail, par exemple, que faisiez-vous comme travail? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que vous passiez des bons moments au travail? Est-ce que c'était passionnant? Et qu'on l'accompagnait dans sa direction, eh bien en fait ça se passait beaucoup mieux. Et après un petit temps, eh bien on faisait demi-tour en disant « Ah ben écoutez, je pense que là on s'éloigne de là où nous devrions aller. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire demi-tour et puis on va retourner par là-bas. » Et lorsqu'on disait ça, la personne disait « Ah bon, ah bah peut-être, je sais pas » et elle nous suivait beaucoup plus spontanément. Alors, bien entendu, ça ne règle pas tous les problèmes non plus, vous l'aurez compris, dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a jamais de baguette magique, mais ça sera très important d'éviter la confrontation. Plus la personne se sent contrainte, au risque de me répéter, et plus elle sera dans l'opposition. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut présenter les choses. Et ça sera la même chose. Oui ? C'est très important et ça me fait comprendre beaucoup de choses. D'accord. Alors ça sera la même chose pour la modification de l'environnement, pour des propositions de participer à des activités, bref, pour toutes les activités de la vie quotidienne. Systématiquement. D'autres questions, remarques peut-être par rapport à ces troubles du sommeil? Est-ce que pour ceux qui sont connectés via le téléphone, vous avez des questions? Madame Bigot, vous avez tout entendu? Ah, il y a une autre personne peut-être au téléphone. C'est bon, vous entendez tout ce que dit l'intervenant? Vous n'avez pas de questions? Non. Non? Alors j'enlève le haut-parleur. Surtout vous manifestez si vous voulez parler. Oui, merci. Non, je vais peut-être vous laisser parler, je ne vous entendrai pas. Monsieur Chollet, c'est bon pour vous? C'est bon pour moi, je vous suis, je ne suis pas endormie. Ok, parfait. Merci. De Madame Bigot. Allô? Alors c'est vrai. Non, c'est vraiment du direct. Donc là, on était en train de finir l'intervention sur le sommeil avec les questions-réponses. Donc je pose le téléphone à côté du haut-parleur et vous allez entendre la suite. Est-ce que vous aviez éventuellement des questions sur le sommeil? D'accord. Bon, je vais poser le téléphone et vous allez entendre la suite de l'intervention. On est vraiment dans le direct. Alors effectivement, là, on est dans le direct. On bricole un petit peu avec les téléphones également, mais a priori, donc, vous arrivez à bien entendre et à vous manifester, donc c'est l'essentiel. Alors, je vais vous proposer maintenant de parler des troubles de l'alimentation dans la maladie d'Alzheimer. Et comme tout à l'heure, je pense que je vais oublier beaucoup de choses, mais vous aurez bien sûr l'occasion de poser des questions. Et peut-être que tout à la fin, vous pourrez poser des questions un petit peu sur tout, sommeil, alimentation, ou pourquoi pas autre. Alors, les troubles de l'alimentation sont observés dans la maladie d'Alzheimer, donc pour plusieurs raisons. Il y a déjà des modifications physiologiques, alors associées bien sûr au vieillissement, avec très souvent d'ailleurs des pertes d'appétit, une perte du goût, une perte de l'odorat, alors qui est particulièrement marquée dans la maladie d'Alzheimer et qui va entraver le plaisir qu'a la personne à manger, mais aussi la sensation d'avoir faim. Alors ces difficultés vont entraîner bien entendu des troubles de l'alimentation, mais associés également aux troubles de la mémoire. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez, va développer des troubles de la mémoire et parfois ne va pas se souvenir qu'elle a mangé ou ne va pas se souvenir tout simplement qu'il faut manger. Et ça sera à nous, en tant qu'entourage, d'être très vigilants pour maintenir cette alimentation.
Alors les conséquences des troubles alimentaires, alors c'est vrai, je dirais à tous âges, mais ça sera une perte de la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, qui va aggraver certains autres troubles, notamment les troubles de la marche, également des troubles de l'équilibre, et on va observer une plus grande fatigue générale chez la personne développant ces troubles alimentaires. Alors comment enrayer un minimum le phénomène? Alors comme tout à l'heure, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a quelques recommandations. Alors comme pour le sommeil, ce qui est recommandé, c'est de bouger, de faire des activités. En fait, de faire des activités, comme on l'a vu, va favoriser l'endormissement, favoriser, je dirais, des phases de sommeil, mais va favoriser également l'éveil de la sensation de faim. Ces activités physiques, alors ça peut être le fait de marcher, ça peut être le fait de bouger, tout simplement, avec ce qu'on appelle par exemple des exercices de gym douce, va avoir aussi des conséquences positives sur les troubles cognitifs. Alors c'est pour ça que dans toutes les recommandations qui existent, dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, eh bien une des premières qui apparaît, c'est de maintenir, de favoriser les activités physiques. Donc on retrouve en fait cette recommandation pour les troubles alimentaires. Autre chose, alors qui va vous paraître peut-être une lapalissade, mais qui est très importante, et ça fait partie, j'ai envie de dire, des principes de base, s'assurer avant le repas que la personne ait ses protections, si elle doit avoir des protections, enfin plutôt ses prothèses, pardon, dentaires, si elle doit avoir des prothèses, que celles-ci sont bien fixées, qu'elles sont propres et qu'elles ne provoquent pas d'inconfort ou de douleur. Alors c'est vraiment le b.a.-ba, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Alors si je fais un petit lien avec d'autres troubles qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, les troubles de la marche, le b.a.-ba, et ça rejoint ce que je viens d'évoquer concernant les prothèses dentaires, c'est tout de suite avoir le réflexe de regarder ce que la personne a au pied. Et si effectivement les chaussures sont inadaptées ou les chaussons sont inadaptés, eh bien c'est peut-être pas trop étonnant que la personne présente de plus graves troubles de la marche. Alors une fois qu'on s'est vraiment assuré de ça, eh bien, il faut, comme pour le sommeil, respecter des horaires réguliers pour les repas. Alors, c'est le petit déjeuner, le dîner, mais aussi, pourquoi pas, des collations. Et pourquoi pas aussi des prises alimentaires la nuit, si la personne présente des troubles du sommeil, qu'elle se lève, elle se réveille, elle se lève et pourquoi pas recherche à manger. Ce n'est pas parce que c'est la nuit que la personne ne doit pas s'alimenter. Je vais dire les choses un petit peu différemment. Ce qui est bon signe, c'est que la personne s'alimente, quelle que soit l'heure à laquelle la personne s'alimente. Alors il faudra insister également sur la notion de plaisir que la personne peut éprouver au fait de s'alimenter. Alors il faut bien sûr respecter les goûts alimentaires, il faut respecter aussi certaines textures, il faut respecter tout ce qui concerne, je dirais, les allergies, encore une fois c'est le b.a.-ba. Et quand on parle de la notion de plaisir, c'est proposer des plats que la personne apprécie particulièrement et encore une fois, lui laisser la liberté de pouvoir manger à l'heure qui lui convient, sous-entendu l'heure qui lui plaît. Si nous sommes trop restrictifs, eh bien on risque d'associer ce moment de l'alimentation à un moment de déplaisir, un moment d'insatisfaction, voire pourquoi pas un moment de contrainte. Et les troubles de l'alimentation risquent d'empirer. Alors très très important, des éléments qui concernent l'environnement, avec des aspects un petit peu plus techniques. Une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer va développer des troubles qu'on appelle des troubles des praxies. Donc on va appeler ça une apraxie, c'est-à-dire des difficultés par exemple pour saisir les objets, et notamment saisir la fourchette, saisir le couteau, peut-être se servir à boire. À ce moment-là, ça sera encore une fois à nous, en tant qu'entourage, de modifier l'environnement pour que tout soit plus simple d'accès. Alors, ça peut passer par modifier un tout petit peu l'environnement et faire en sorte que les objets à saisir soient peut-être un peu plus simples à saisir. Je vais donner un autre exemple, faire en sorte qu'il n'y ait
que les objets à saisir sur la table et rien d'autre, mais ça peut être aussi, dans les cas un petit peu plus extrêmes, favoriser ce qu'on appelle le manger main. Lorsque la personne n'arrive plus du tout à utiliser ses couverts, plutôt que de lui donner à manger avec des couverts, eh bien on va favoriser une alimentation qu'elle pourra saisir avec les mains et on va maintenir son autonomie fonctionnelle dans la mesure où elle pourra manger seule. Avec les mains, certes, mais seule. Et c'est ça qui va être important. Alors non seulement elle s'alimente, mais en plus elle le fait seule. Donc on voit bien qu'il faut revoir un petit peu la façon de considérer le repas. Alors toujours dans les aspects peut-être un petit peu techniques, ça peut paraître un peu naïf, mais il faut proscrire à tout prix les nappes à motifs. Les nappes à motifs vont entraîner des difficultés chez la personne puisqu'on va observer un autre trouble dans la maladie d'Alzheimer, cette fois-ci qu'on appelle l'agnosie, qui vont être des troubles visuels neurologiques. Et la personne, lorsqu'elle va voir les motifs sur la table, peut penser que ce sont de vrais objets. Alors l'exemple classique, ça va être des motifs à fleurs. La personne va penser qu'il y a des fleurs sur la table, va essayer de les saisir, va essayer de les cueillir et parfois même peut essayer de les manger. Et donc elle va mettre la nappe à la bouche. Alors l'idéal, c'est soit de mettre une nappe blanche, soit de retirer les nappes. Alors dans le même ordre d'idées, pour favoriser la prise alimentaire, il faut retirer toutes les sources de distraction sonore ou visuelle. La télévision, la radio, la musique, ou s'il y a plusieurs personnes qui parlent à côté de la personne qui veut s'alimenter, ça peut provoquer vraiment ce qu'on appelle des parasites liés à l'environnement. Il faut réduire absolument tous ces parasites. Alors quand je dis parasites, c'est pas péjoratif bien entendu, donc il faut réduire vraiment toutes les sources de distraction possibles. Il faut maintenir une attention à 100% auprès de la personne pour qu'elle puisse mieux s'alimenter. Alors du coup, on peut modifier ce qu'on appelle l'environnement humain, c'est-à-dire nous-mêmes. Comment s'adresser à la personne pour qu'elle puisse mieux s'alimenter, en lui expliquant déjà ce que nous allons lui présenter et en lui expliquant aussi ce qu'on peut attendre d'elle, si vraiment elle a des difficultés à s'alimenter. Et on va tout simplement donner les informations. Par exemple, je vais servir les légumes, tu peux prendre ta fourchette pour manger les légumes, des choses très simples qui ressemblent à ça, avec si possible une seule information par phrase et des phrases courtes pour augmenter les chances que nous avons de nous faire comprendre, mais aussi réduire les risques de distraction. Si on donne plusieurs informations en même temps, ou pourquoi pas si on sert plusieurs plats en même temps, eh bien la personne ne saura peut-être pas quoi faire spontanément. Donc il faut tout décomposer à l'avance. Alors dans ces principes de modifier notre approche, alors même si c'est parfois difficile, il faut répéter les choses, parfois les répéter à plusieurs reprises, et si possible sur un ton très calme, très neutre, montrer qu'on ne s'énerve pas, qu'on ne s'agite pas, que nous avons notre temps et que nous pouvons rester patients. Alors, je dis tout ça de façon bien sûr un petit peu théorique, je sais très bien que c'est compliqué au quotidien de rester dans ces attitudes-là, mais il y a une mémoire qui fonctionne encore très bien chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, et c'est des choses qu'on avait vues pour les personnes qui avaient assisté à une autre conférence précédemment. C'est la mémoire implicite. La mémoire implicite qui fait que nous allons enregistrer ce qui se passe dans notre environnement en termes d'ambiance, en termes, je dirais, de est-ce que c'est agréable ou désagréable. Et tous les enjeux du repas, c'est d'éviter absolument que ça soit considéré comme quelque chose de désagréable. Si c'est le cas, eh bien, la personne risque de moins bien s'alimenter. Alors c'est vrai aussi pour bien sûr les troubles du sommeil, et c'est vrai j'ai envie de dire à n'importe quel âge. Si par exemple nous avons du mal à nous endormir et que nous sommes dans notre lit, eh bien l'idéal ça serait plutôt de sortir du lit, d'aller ailleurs, mais de ne pas associer le lit à un moment pénible qui est celui qui correspond au fait que nous n'arrivons pas à nous endormir, puisque sans le faire exprès, inconsciemment, la mémoire implicite fonctionne un peu comme ça, on va enregistrer ces informations
l'alimentation sans qu'on le veuille. Donc pour l'alimentation, il faut favoriser au maximum l'alimentation dite plaisir. Le repas doit avant tout être un moment convivial, et si la personne mange moins, ben, c'est pas grave, peut-être qu'elle mangera un peu plus tard. Et si par exemple elle veut manger son dessert avant autre chose, eh bien pourquoi pas, elle peut manger son dessert avant autre chose. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, pour éviter ça, ben, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on ne présente les plats qu'à la suite, un par un, en évitant de présenter le dessert d'abord. Car spontanément, la personne risque d'aller vers le plus sucré, hein, puisque l'appétence va être supérieure. Alors pour les troubles alimentaires, alors je ne l'ai pas forcément évoqué pour les troubles du sommeil, mais ça me permet de le dire maintenant, ne jamais hésiter à consulter bien sûr le médecin. Peut-être que dans certains cas il faut faire des analyses, peut-être que dans certains cas des traitements sont possibles, sont envisageables, et certains de ces traitements peuvent être aussi un levier pour réduire certains de ces troubles. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir être vigilant par rapport aux troubles de l'alimentation, car ce qui est su, hein, ce qui est connu dans la maladie d'Alzheimer, c'est que ce sont des personnes qui vont maigrir, et parfois même indépendamment de la prise alimentaire. Donc si en plus de ça, il y a une réduction de la prise alimentaire, bah, ça peut être très compliqué de pouvoir évaluer la prise alimentaire de la personne, et notamment les conséquences que ça peut avoir sur son état physique. Alors comme tout à l'heure, je pense que j'ai oublié bien sûr tout un tas de choses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et ça va me permettre justement de combler un petit peu les manquements. Moi j'en ai une. Oui. Donc je voulais savoir si la boulimie faisait aussi partie des troubles liés à la maladie d'Alzheimer. Alors on peut observer effectivement dans certains cas des comportements de boulimie. Alors dans les troubles alimentaires, en fait, quand on parle de troubles de l'alimentation, on peut observer tous les types de troubles. Alors ça peut être des personnes qui s'alimentent moins, des personnes qui s'alimentent plus, mais ça peut être aussi des personnes qui ne vont plus vouloir manger qu'un type d'aliment, par exemple uniquement sucré ou uniquement un aliment quel qu'il soit. Alors on est quand même bien dans les troubles alimentaires, et c'est pour ça qu'il est très important de rester vigilant, d'observer les modifications des prises alimentaires de la personne, et de pouvoir consulter le médecin si on soupçonne que ces aliments qu'ingère la personne, alors soit parce qu'elle n'en consomme pas assez, soit trop, ou pourquoi pas un seul type d'aliment. Donc si on soupçonne que ces prises alimentaires peuvent avoir des conséquences délétères sur sa santé en général. Mais oui, quand on parle de troubles de l'alimentation, la boulimie en fait bel et bien partie, tout à fait. Alors, juste avant de répondre à votre question, je vois que vous avez levé le doigt. Peut-être pour apporter un complément de réponse, on va parler de troubles alimentaires, notamment quand on va observer une modification des prises alimentaires de la personne. Donc ça veut dire que la personne a changé du point de vue comportemental concernant son alimentation. Alors il y a deux cas de figure, ou bien ça pose pas trop de problèmes parce que je dirais les apports énergétiques sont quand même là, ou alors oui, ça peut poser des difficultés. Mais il faut être vraiment vigilant aux modifications des prises alimentaires. Et oui monsieur, vous aviez levé le doigt. Oui. Est-ce qu'il faut favoriser certains aliments pour éviter les troubles du sommeil? Alors, il n'y a pas forcément d'aliments à favoriser, par contre il y a peut-être des choses à éviter. Dans les choses à éviter concernant les troubles du sommeil, ça va être, mais bon ça semble un petit peu évident, les excitants, donc le soir, donc ça peut être le café, ça peut être aussi le thé, ou de boire trop avant d'aller se coucher, en tout cas trop tard le soir, car la personne risque de se relever la nuit, tout simplement parce qu'elle a envie d'uriner. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Alors bien entendu, si le repas est trop copieux le soir et que le repas on va dire est tardif, et bien là aussi il va y avoir un impact sur la qualité du sommeil. Alors j'ai envie de dire que là on est plutôt dans les choses assez connues, puisque c'est vrai quel que soit l'âge. Par contre, et c'est important bien sûr votre question, nous
on est capable bien sûr de se freiner un minimum, de se dire ah bah tiens dans 1 heure je vais me coucher, je vais peut-être pas boire un litre d'eau, même si j'ai un petit peu soif parce que ça semble un peu évident, mais une personne atteinte de maladie d'Alzheimer n'aura pas ce réflexe parce qu'elle ne fera pas le lien, elle ne se projettera pas. Donc ça sera plutôt à nous en tant qu'entourage d'être vigilants sur ces aspects. Merci. Je vous en prie. Et peut-être pour apporter une réponse à une question que vous n'avez pas posée, mais je fais le lien, c'est y aurait-il des aliments à privilégier en soi dans la maladie d'Alzheimer? Alors il n'y en a pas particulièrement. Par contre, vous pouvez aller sur un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle mangerbouger.fr où vous allez retrouver les recommandations concernant l'alimentation, donc quel que soit l'âge de la personne. Et il y a donc une rubrique sur les recommandations à respecter pour l'alimentation des personnes âgées et notamment des personnes âgées vulnérables. Donc là, il y a effectivement beaucoup plus d'informations sur le type d'aliment à privilégier ou non. Mais de façon assez simple, l'idéal c'est de manger de tout un peu. C'est a priori l'un des meilleurs régimes. Moi j'avais une question. Oui. Vous avez dit que du coup, comme il y avait les troubles de la mémoire, ils ne se rappelaient plus qu'ils avaient mangé ou que c'était l'heure de manger. Par contre, du coup, ils ne ressentent pas non plus le sentiment d'avoir faim ou de j'ai déjà mangé et je suis ballonnée, j'en peux plus. Non. Ils n'ont pas ça non plus. Alors, dans certains cas, oui, mais la maladie d'Alzheimer est vraiment associée à des troubles neurologiques qui peuvent être importants et qui vont toucher en fait toutes les sphères de la physiologie. Donc c'est vrai pour le sommeil, donc il y a certains noyaux qui vont être touchés, donc qu'on a un petit peu derrière les yeux, ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques qui vont entraîner une modification du sommeil, mais pour l'alimentation, on va observer les mêmes désordres, c'est-à-dire que cette maladie va dérégler en fait tout ce qui concerne notre physiologie, donc vraiment de façon assez générale. Et donc oui, des personnes peuvent ne plus se souvenir qu'elles ont mangé, mais donc non seulement ne s'en souviennent plus, mais ne vont pas éprouver cette sensation d'avoir faim ou d'être rassasié ou de ne plus avoir faim, etc. C'est quelque chose qui peut être complètement court-circuité. Or ça rejoint du coup la remarque que madame a faite tout à l'heure, les comportements de boulimie peuvent être en partie expliqués par ça. Alors pas seulement, puisque les troubles alimentaires sont très souvent liés aussi aux troubles de l'humeur, qui sont aussi, l'humeur qui est aussi très impactée par la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai une petite remarque, en fait, moi ma mère est seule, on lui a quand même, on lui a trouvé une auxiliaire de vie justement dans l'idée de l'accompagner au moment des repas. D'accord, oui. Et parce que il se trouve que le week-end, pour l'instant, elle n'a personne, sauf moi quand je viens 1 fois par mois. D'accord. Et quand je l'ai au téléphone et qu'on parle des repas, puisqu'ils sont portés et datés, elle me parle de certains repas qui ont 3 jours qu'elle n'a pas mangé. Mais c'est simplement une remarque pour qu'on ne peut pas les laisser seuls. Oui, exactement. Alors, c'est une remarque très très importante et très pertinente. Alors, on l'a vu, la qualité du sommeil est modifiée, mais quelque chose qui va vraiment être observé concernant la prise alimentaire, c'est qu'elle est modifiée, mais la personne ne peut plus du tout gérer ça. Alors pour le sommeil, j'ai envie de dire que de temps en temps, elle va quand même dormir, mais pour l'alimentation, la personne peut très bien ne plus s'alimenter ou vraiment se sous-alimenter parce qu'elle n'a plus aucune notion de c'est important de manger, ou je me sens fatigué, ou j'ai faim, puisque tout ça c'est un petit peu perturbé. Et il y a autre chose aussi qui est observée pour les personnes qui vivent seules à domicile avec des troubles cognitifs qui peuvent être importants, c'est qu'elles peuvent aussi ingérer des aliments qui ne sont plus comestibles, avec des aliments qui vont traîner entre guillemets dans le frigo depuis longtemps, qui parfois peuvent être complètement moisis. Et la personne un jour va peut-être avoir une petite fringale, va aller dans le frigo, va prendre l'aliment qui est complètement périmé et va l'ingérer. Et on peut observer aussi ce type de risque. Donc pour réduire ces risques à domicile, encore une fois, c'est très important d'être vigilant par rapport à tout ça. La personne n'a plus du tout la capacité à maîtriser ça.
Est-ce que vous auriez donc d'autres questions, des remarques sur les troubles de l'alimentation ou pourquoi pas des questions, j'ai envie de dire tous azimuts, sur les troubles de l'alimentation, les troubles du sommeil? Allô? Oui. Alors moi je voudrais un petit peu parler de ma maman, donc qui vit toujours, qui est toujours accompagnée par mon papa. Alors elle, son problème au niveau de l'alimentation, c'est dès 9 h du matin, c'est qu'est-ce qu'on va manger. D'accord. Papa gère l'alimentation avec un deuxième frigo tout seul parce qu'elle est plus capable de faire correctement à manger, enfin des petites choses simples, mais c'est souvent compliqué. Si ça cuit depuis 9 h du matin, à midi, c'est pas terrible. Donc il arrive à gérer comme ça, mais c'est une obsession chez elle et voilà, ça fatigue énormément papa. Et puis à 13 h ou à 14 h de l'après-midi, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et là, je crois qu'en ce moment, on en arrive à qu'est-ce qu'on va manger demain dès 13 h de l'après-midi. Donc c'est vraiment, et je crois que ça l'énerve, papa a du mal, c'est vrai que 24 h sur 24 avec quelqu'un qui pose toujours les mêmes questions, c'est pas simple. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Donc nous quand on est là, on est travaillé, on se relaie, on y va, enfin voilà. On fait à manger, on se dit toujours, tu t'occupes de rien, tu t'inquiètes pas, on apporte à manger, c'est qu'elle on apporte tout. Mais ça l'embête parce qu'elle est dans la cuisine, elle dit mais là je suis là, faut bien faire, je sais pas, c'est pas normal, alors on lui trouve des petites occupations avec le chien de terre, enfin voilà, des petites choses qu'elle arrive encore à faire, mais c'est voilà, au quotidien, c'est qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que, je sais pas, s'il y a quelque chose qui pourrait aider papa dans ce genre d'attitude, de comportement. Alors, malheureusement, ma réponse, ça serait plutôt non. Il n'y a pas de recette, on va dire, miracle, il n'y a pas de baguette magique. Alors, ce que vous faites, j'ai envie de dire, c'est déjà très bien. Puisque vous permettez donc à votre mère de pouvoir s'occuper, donc d'éplucher des patates, ça peut être laver des feuilles de salade ou autre chose, en lien avec sa préoccupation qui est celle de savoir ce qu'elle va manger ou ce que vous allez manger le soir, le lendemain, etc. Et c'est très important de favoriser donc encore une fois ce type d'activité, car c'est bien un exemple d'activité qui, en plus, si j'ai bien compris, a du sens pour votre mère, puisque ça correspond parfaitement à sa préoccupation principale. Alors ça concerne, j'ai envie de dire, les répétitions de phrases ou de thèmes lorsqu'ils sont vraiment basés sur des préoccupations. Et là, ça semble quand même être le cas. Mais il y a aussi, et c'est quelque chose à considérer, parfois des comportements de répétition qui ne sont pas du tout motivés par un sens particulier. Et une personne peut très bien répéter aussi qu'est-ce qu'on va manger, sans qu'elle pense forcément à ça. Et là, on est plutôt vraiment dans des comportements de répétition. Alors, ce qu'il faudrait pouvoir faire, alors déjà, ce que vous faites, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très positif. Mais il y a autre chose, alors l'autre chose, c'est bien sûr toujours un peu plus compliqué, puisque c'est un effort que nous devons faire, nous, en tant qu'entourage. Et ce que nous devons faire, c'est accepter le fait que nous n'arriverons pas à modifier le comportement de notre proche. Si par exemple la personne répète à longueur de journée « qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger », il faut que j'arrive à accepter l'idée que quoi que je dise ou quoi que je fasse, cette personne va continuer à dire « qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger ». Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais le jour où j'arrive à accepter cette idée, et bien finalement, j'arriverai plus facilement à prendre du recul. Alors pour une raison, on va dire, assez simple en théorie, c'est que j'arrive à accepter cette idée que je ne peux pas maîtriser ce qui est en train de se passer. Dit autrement, je vais arrêter de m'épuiser pour rien. Plus j'essaie de trouver des solutions, plus j'essaie de modifier le comportement de la personne en face de moi, plus je suis en échec, plus je vis la frustration, plus je risque d'être énervé, impatient, car tous mes efforts finalement ne sont qu'une accumulation d'échecs. Le jour où j'arrive à me convaincre de cette idée que quoi que je fasse, quoi que je dise, je n'y arriverai pas, parce que c'est pas en mon pouvoir, et bien finalement, et c'est là qu'est un petit peu le paradoxe, on recouvre une certaine maîtrise de la situation. Ne plus la maîtriser,
eh bien finalement c'est la maîtriser davantage. Alors de façon un peu plus concrète, il s'agirait tout simplement d'accepter que votre mère puisse dire qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger. Alors on imagine que vous avez une réponse, par exemple des haricots verts. Une fois que vous avez cette réponse, eh bien il ne faudra jamais changer de réponse. Et si à 14 h votre mère dit qu'est-ce qu'on mange ce soir, vous lui répondez des haricots verts, et bien à 14h05, 14h10, 15h, 15h30, si elle répète la question qu'est-ce qu'on va manger, il faudra répéter des haricots verts. Puisque c'est une bonne réponse, il n'y en a pas d'autre. Mais il faut vraiment se persuader que oui, c'est vrai, il n'y a pas d'autre bonne réponse à avoir. Toutes les autres réponses possibles ne feront qu'augmenter le sentiment d'échec. Et on se fatigue pour rien. Et c'est, vous l'avez très bien dit, particulièrement épuisant. Alors, désolé, il n'y a pas forcément d'autres réponses à apporter par rapport à ça. C'est un véritable effort à faire, mais par expérience, et donc pour l'avoir pratiqué ou pour avoir invité des collègues à le faire aussi, des collègues soignants, eh bien oui, on se sent quand même beaucoup plus relâché et détendu quand on accepte cette idée et que quel que soit le moment où la question va tomber, eh bien on va répondre toujours avec la même réponse. Au final, c'est moins usant. Oui, ça marche bien. Ça marche bien et c'est reposant. Oui, tout à fait. Exactement. J'en suis persuadée, et c'est vrai que c'est comme ça que nous, les filles, nous comportons, mais c'est papa, 84 ans, oui, exactement. Il a du mal à tout à fait. Accepter. Parfois, voilà. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie. Alors en fait, l'énergie que ça demande, c'est d'entrer dans une communication qui n'est pas du tout naturelle et spontanée, puisque le principe même de la communication, ça va être de modifier autrui par ce qu'on dit. Et si quelqu'un me demande qu'est-ce qu'on mange ce soir et que je lui dis des haricots verts, ce que j'attends implicitement de la personne, c'est qu'elle ne me repose pas la question, parce que ça y est, j'ai donné l'info. Or, si la personne revient toutes les 5 minutes pour me poser la question, ça signe l'échec de la communication. Et on voit que tout l'effort qu'il y a à faire, c'est de modifier radicalement notre façon de communiquer et de considérer la communication. Mais, et je rejoins bien sûr ce que vous dites, madame, au téléphone, c'est particulièrement éprouvant et d'autant plus éprouvant, bien entendu, quand on accompagne une personne atteinte de maladie d'Alzheimer 24 heures sur 24. C'est vraiment éprouvant. Donc, quel que soit le repas qui est prévu, même si c'est pas le bon repas qu'on lui cite, c'est pas grave. C'est-à-dire que si c'est le soir de la purée, on lui dit haricots verts, c'est pas gênant. Alors, si vous savez que ça sera de la purée, dites que ça sera de la purée. Mais je reste sur la purée tous les jours, quelle que soit l'heure. Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, si ce soir c'est de la purée, quelle que soit l'heure, ce soir, oui, ça sera de la purée. Et demain, ce sera de la purée. Sauf si c'est des haricots verts. Ah oui, on adapte la réponse quand même. Ah oui, tout à fait. Ah oui. En fait, il faut adapter la réponse par rapport à ce qu'on va vraiment manger, si vous le savez à l'avance. Oui. Oui. Et si vous ne savez pas ce que vous allez faire à manger? Alors si on ne sait pas ce qu'on va faire à manger, donc c'est possible, eh bien on va le dire tout simplement, je ne sais pas encore, peut-être que toi-même tu as des idées, donc hier on a mangé de la purée, ce midi des haricots verts, je sais que tu aimes bien, j'invente n'importe quoi, le céleri, peut-être qu'on pourra en faire ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Et ça rejoint un petit peu des choses qu'on a vues tout à l'heure, c'est systématiquement impliquer la personne. Et plus on l'implique, et plus a priori les comportements d'opposition voire d'agitation vont tendre à diminuer. Et pour aller un petit peu plus loin, parler de l'alimentation avec une personne, et notamment ce qu'elle aime manger, ses goûts, ses préférences alimentaires, c'est passer un bon moment avec elle. Et plus on va passer des moments agréables avec la personne, et plus la communication sera facilitée. Donc ne pas hésiter, effectivement, même si on ne sait pas, oui, tiens, après tout, on va en parler, c'est intéressant. Alors ce que je peux vous proposer, c'est d'amorcer la fin peut-être de cette rencontre. Ce que je me propose de faire, c'est d'envoyer le support de la conférence. Donc là, vous ne l'avez pas eu, puisque effectivement je ne l'avais pas sur moi. D'envoyer le support donc, à Madame Montera, puis je crois que parfois vous l'envoyez à certains participants. Oui. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire avant ce week-end, mais en tout cas, dès le début de la semaine prochaine, je l'envoie. Et du coup, je pense que vous aurez même un peu plus d'informations
informations que celles que je vous ai présentées là, puisque j'ai essayé de récolter tout ça un petit peu de mémoire. Alors merci beaucoup pour votre participation, hein. C'est pas toujours évident de faire des visios comme ça à distance, donc merci pour vos questions, merci pour la qualité de votre écoute et je vous souhaite tout simplement une excellente soirée. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ce système, ça a été pour vous tous? Oui, oui. Oui, parfait. Oui, très bien. Parfait. Bon, ben, ça a créé un petit peu du lien, on n'était pas en présentiel, mais bon, on a essayé quand même de maintenir quelque chose et puis que vous ayez certaines informations du coup. Donc je rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas connectés tout à l'heure, dans 2 semaines, puisque du coup c'est le 28 janvier, il y a la conférence sur bouger, aidant aider, bouger, se faire du bien, donc qui se passe en 2 temps avec un film. La semaine prochaine, nous on fait les figurants sur les exercices et activités qui vont être conseillés. Donc vous recevrez ensuite ce film par un lien, je pense. Vous pourrez le visionner et ensuite, donc à la prochaine conférence qui se fera en visio comme ce soir, vous aurez les explications en lien avec ces exercices et vous pourrez poser effectivement toutes les questions aussi.